Bonjour professeur Eric Combe. Bonjour Apolline. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Votre visage et votre voix nous accompagnent depuis l'apparition du Covid. Et alors selon l'état d'esprit dans lequel on se trouve, vous êtes soit rassurant parce que vous avez un air de qui ne se laisse pas impressionner, soit au contraire un peu déprimant parce que même quand les nouvelles sont bonnes, on vous voit rarement bondir sur votre chaise et vraiment vous réjouir. Urgence sanitaire, c'est votre livre qui est paru à l'automne aux éditions Robert Laffont, votre traversée de cette première année de Covid. Et depuis, vous avez aussi publié Maladie de Lyme, réalité ou imposture. Et ça, pour le coup, ça vous vaut d'être la cible de ce qu'on appelle les complotistes sur les réseaux sociaux et d'attaques très violentes, y compris très personnelles. Confinement, reconfinement, doute, vaccin, espoir, et puis désormais variants, courbe, première vague, deuxième vague, troisième vague, et peut-être quatrième vague, on va y revenir. Mais ma première question, c'est simplement de savoir si un jour on pourra se dire, ça y est, c'est fini. Alors ça dépend de quoi on parle. C'est-à-dire si on parle de la circulation du virus du Covid, ben non, il va falloir qu'on apprenne à vivre avec. Il va rejoindre les 4 autres coronavirus qui sont installés parmi nous depuis des décennies, enfin des siècles même. Je rappelle que le dernier coronavirus qui était arrivé parmi nous, c'était le coronavirus qui s'appelle OC43 et qui était arrivé en 1890. Donc on avait déjà un repère historique. Et ce 5e coronavirus, enfin qui n'est pas vraiment le 5e, mais disons le 5e qui va s'installer parmi nous, qui va s'endémiciser, va rejoindre la bande des 4, si je peux dire. Donc, il va s'installer parmi nous. Voilà. Ça, c'est une réalité, c'est incontestable, et on ne pourra pas y échapper. Et de toute façon, on vit avec des coronavirus qui nous infectent régulièrement dans l'enfance, sans grande gravité. Évidemment, à l'âge adulte, c'est toujours un peu plus sérieux, mais même avec les autres coronavirus. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, on n'en aura jamais fini. Par contre, on en aura fini bientôt avec l'épidémie, c'est-à-dire avec ce qu'on a vécu au cours de cette dernière année, enfin c'est 1 an et demi, ce qu'on vit depuis 1 an et demi, les restrictions de liberté, tout ça. On a une arme maintenant, le vaccin, et donc moi je suis plutôt optimiste, c'est-à-dire je pense qu'on voit le bout du tunnel. Après, ce qu'on voit pas très bien, c'est la distance entre nous et le bout du tunnel. Voilà. Alors justement, si on regarde ce qui va se passer dans les prochaines semaines, ne serait-ce que là, ce week-end, ça y est, le variant Delta, dont on parle beaucoup récemment, devient majoritaire. Est-ce que ça doit être absolument inquiétant et on doit être effrayé par l'arrivée du variant Delta, ou est-ce qu'au contraire, ce que vous voyez dans les hôpitaux donne le sentiment qu'il y a un décalage entre sa contagiosité et sa gravité ? Alors, je rappelle qu'il y a toujours un décalage entre ce qui se passe dans les hôpitaux et ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Un décalage dans le temps, d'abord. Oui, il y a un décalage dans le temps qui est environ de 15 jours à 3 semaines, je vous rappelle. C'est-à-dire qu'avant que les malades rentrent dans les hôpitaux, il se passe 15 jours à 3 semaines. Donc ça, il ne faut pas oublier ce décalage. C'est très important de garder ça en mémoire. Après, oui, des variants, il y en a qui vont émerger tout le temps. Donc si vous voulez, rappelez-vous tout ce qu'on a dit sur le variant anglais, tout ce qu'on a dit ensuite sur le variant sud-africain, le variant brésilien. Bon, aujourd'hui, c'est le variant indien qu'on appelle le variant Delta. Demain, ça sera le variant, je ne sais pas quoi, péruvien, je crois, qu'on appellera lambda. Bon, enfin, si vous voulez, à partir du moment où on accepte que les virus circulent, eh bien, on aura des variants qui émergeront. Voilà. C'est toujours frappant cette phrase quand vous dites, à partir du moment où on accepte. Avons-nous été, quand je dis nous, c'est évidemment, j'imagine plutôt les gouvernements, avons-nous été face à un choix qui était, est-ce qu'on accepte la circulation du virus ou est-ce qu'on la refuse ? C'est une très bonne question. C'est vraiment la question clé, en fait, et c'est la question qu'on s'est posée finalement, enfin, qui se sont probablement posées depuis le départ. C'est l'option zéro virus d'un côté. Et puis l'option, on vit avec le virus de l'autre. Et ce qui est très intéressant, c'est que là maintenant, on est à 1 an et demi de recul par rapport au début, et on peut voir les avantages et les inconvénients des deux stratégies. Alors quand on regarde ceux qui ont choisi la stratégie du zéro virus, notamment la Nouvelle-Zélande. Ouais, ça c'est très intéressant. Très intéressant de regarder ce qui s'est passé même à Taïwan. La Nouvelle-Zélande, pas forcément le meilleur exemple, même si c'est certainement un des plus beaux pays du monde, mais l'Australie, par exemple, aussi. Mais Taïwan, c'est très intéressant. Taïwan, ils sont restés avec très peu de décès et dans l'option zéro Covid, ils ont été très efficaces pendant très longtemps. Et puis à un moment, il y a eu un petit relâchement de rien du tout. Il y a un steward ou une hôtesse de l'air qui est passé, qui a introduit le virus dans le pays. Et puis là, ils ont eu une explosion épidémique et ils en sont maintenant à 600 morts, je crois. Enfin, je ne sais plus exactement le chiffre, mais à des centaines. Donc on voit bien que l'option zéro Covid,
qui a été le choix de certains pays au départ, qui était le choix d'ailleurs comme moi je défendais au départ, on ne savait pas ce qui nous attendait, donc c'était logique de défendre cette option. Et bien cette option zéro Covid, je pense qu'à terme, elle n'est pas viable. Elle n'est pas viable sur le plan économique, évidemment sur le plan médical, elle est viable, mais bon, on se replie sur soi comme une île, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, Taïwan, et puis on peut même plus s'ouvrir aux autres, parce qu'attention, il y a une hôtesse de l'air ou un pilote qui peut nous ramener le virus, quoi. Donc ça veut dire qu'on se replie complètement sur soi. Et donc je pense que cette option, elle n'est pas possible aujourd'hui. La seule option viable pour moi aujourd'hui, c'est d'accepter de vivre avec le virus, et c'est très facile, puisque maintenant on a un vaccin quand même. Vous voyez, à une époque, on n'avait pas de vaccin. Donc vous prenez non seulement la vaccination, mais aussi une sorte d'immunité collective. Voilà, c'est ça. De toute façon, c'est un peu ce que j'ai dit déjà depuis un an, puisque vous avez parlé d'urgence. On va y revenir parce qu'il y avait eu une phrase qui avait fait polémique et qui avait peut-être été mal comprise à l'époque, où vous aviez même dit, c'était juste avant l'été dernier, donc il y a un an, qu'il fallait peut-être laisser le virus circuler auprès des jeunes. J'y reviendrai, mais plus précisément sur les déclarations qui ont été faites, en particulier cette semaine. Quand vous entendez le ministre des Affaires européennes qui dit éviter l'Espagne et le Portugal pour partir en vacances, il ajoute c'est un conseil de prudence. Là encore, est-ce que ça veut dire qu'il faut quand même continuer un tout petit peu à vivre de manière repliée ? C'est très clair. Tant que la couverture vaccinale, l'immunité collective finalement, qu'elle soit vaccinale ou qu'elle soit naturelle, tant que l'immunité collective n'a pas atteint 90%, même 90% de la population, de toute façon, on aura des problèmes avec ce virus. De toute façon. Donc pour l'instant, on en est très très loin. Donc tant qu'on n'est pas arrivé à cette immunité collective, moi je préférerais y arriver, je ne vous cache pas, par le vaccin, que y arriver par l'infection naturelle. Parce que l'infection naturelle, elle remplit des hôpitaux. Le vaccin, il ne remplit pas les hôpitaux. Donc je préférerais y arriver par cette voie-là. Mais tant qu'on n'est pas arrivé à ça, de toute façon, il faut accepter que le virus va circuler. Et donc, il faut prendre des mesures, ou en tout cas, il ne faut pas lever les restrictions trop rapidement, parce que sinon, on va avoir de nouveau une explosion épidémique. Donc, si ça ne tenait qu'à vous, en effet, vous diriez aux Français, c'est pas forcément le moment d'aller se promener en Espagne, au Portugal ou aux Pays-Bas, où les infections remontent. Tout dépend comment ils se promènent. Vous voyez, s'ils se promènent sur la plage, pour moi, c'est pas du tout un problème. Si par contre, le but, c'est d'aller en boîte de nuit, qui de toute façon ont fermé, oui, c'est un souci. Alors vous en parlez des boîtes de nuit, c'est vrai que c'est quand même le grand paradoxe. On voit que la Catalogne, après avoir ouvert ses boîtes de nuit, les referme. La Hollande, qui alors qu'elle avait un pass sanitaire pour l'entrée dans les boîtes de nuit, a découvert qu'il y avait eu un cluster, 200 jeunes contaminés en une nuit, entre le 3 et le 4 juillet. Et à l'instant où l'on se parle, les boîtes de nuit rouvrent en France. Alors, oui, je constate cette dissonance, comme vous. Mais je m'interroge aussi, comme vous. Après, il y a un principe de réalité, parce qu'on a autorisé les boîtes de nuit à réouvrir, mais comme par hasard, il y en a les 3/4 qui ne vont pas réouvrir, en fait. D'après ce que j'ai entendu. Voilà. En effet, parce que justement, elle trouve le protocole sanitaire trop contraignant. Oui, évidemment. Trop contraignant pour elle et trop contraignant surtout pour ceux qui souhaiteraient s'y rendre, qui sont obligés soit d'être vaccinés, soit d'avoir fait un test PCR dans les 48 heures. Ça veut dire que vous êtes quand même obligé d'anticiper. Il n'y a plus de spontanéité dans le fait d'aller en boîte de nuit. C'est vrai. Il y a plus. Non, mais je le regrette. Mais vous vous dites finalement, ils auraient peut-être dû attendre davantage avant je pense qu'il y a beaucoup de trucs sur lesquels on aurait pu attendre. Les boîtes de nuit, le télétravail. Le télétravail, c'est quand même un vrai souci, qu'on ait remis les gens, qu'on ait dit qu'on abandonnait le télétravail, je crois, à partir du 1er juillet, si mes souvenirs sont bons. Il n'est plus systématique et obligatoire. Voilà, c'est ça, il n'est plus systématique et obligatoire. Je pense que ça aussi, c'est une erreur, je pense. On a fait comme si le virus n'existait plus. Non, il existe toujours. En fait, il y a eu quand même un décalage entre la semaine qui a précédé les élections régionales. Alors, je vous laisse libre, et je laisse libre ceux qui nous entendent, de juger si c'était en fonction du calendrier électoral ou non. Mais il se trouve que ça coordonne, ça coïncide. Il y a eu cette idée, une semaine avant, qu'en fait on pouvait ne plus mettre le masque en extérieur, donnant le signal que les choses allaient quand même nettement mieux. Et aujourd'hui, on a quand même l'impression que le gouvernement est beaucoup plus inquiet. On remet des conseils de défense sanitaire, on remenace un certain nombre, on brandit un certain nombre de menaces. Est-ce qu'on s'est trompé il y a 3 semaines en pensant que ça allait mieux ? Écoutez, ça m'embête de dire qu'on s'est trompé, mais
mais c'est sûr qu'on ferait mieux de mettre le paquet sur la vaccination plutôt que de penser à déjà restreindre les mesures de précaution et les mesures barrières. La levée du masque à l'extérieur, honnêtement, moi je suis... Oui, ça vous faisiez partie de ceux qui disaient ça n'a plus de sens. Franchement, ça ne circule pas à l'extérieur, quoi. À un moment, il faut quand même être réaliste. Moi, j'ai demandé à beaucoup de collègues qui sont exprimés sur les plateaux pour dire que ça circule à l'extérieur et pour défendre le port du masque à l'extérieur, de me donner les références qui leur permettaient d'affirmer ça. Aucun ne m'a jamais répondu. Je vous le dis, quoi. Et pour la bonne raison, c'est qu'il n'y a pas de référence. C'est aussi simple que ça. Donc je pense qu'on aurait vraiment dû être pédagogue depuis le départ. Ça se transmet à l'intérieur. À l'extérieur, peut-être que ça se transmet, mais dans des proportions qui sont infinitésimales. C'est sûr que quand on les voit pour l'euro, par exemple, agglutinés les uns sur les autres, c'est sûr que là, il est probable que ça se transmette à l'extérieur quand même. On va y revenir parce qu'en effet, ces images à la fois de boîtes de nuit, de supporters de l'euro, sont évidemment impressionnantes. Un mot quand même sur le vaccin, vous le disiez. Vous préféreriez que cette immunité soit atteinte par le vaccin. On sent bien que ça plafonne. D'abord, chez les soignants. Non, vous avez un doute? Disons, j'ai envie de dire qu'il y a une ébauche de remontée. Il y a une ébauche de remontée qui est peut-être due justement au fait qu'on est alerté. Ouais, donc j'espère que cette ébauche ne va pas rester à l'état d'ébauche. Mais vous sentez un frémissement dans les centres de vaccination Oui, dans les reprises de rendez-vous. Les reprises de rendez-vous, exactement. On sent un frémissement dans les reprises de rendez-vous. Et j'espère qu'on va y arriver, quoi, parce que là, c'est pas possible. On ne peut pas repartir encore sur une 4e vague, une 5e, une 6e, alors qu'il y a un vaccin. Ça apparaît complètement absurde, là, cette fois-ci. Jusqu'alors, on parlait de pénurie de doses. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Si on veut se faire vacciner, il n'y a plus aucun obstacle à pouvoir le faire. Avec cette question, bien sûr, qui est la vaccination des soignants. Le Conseil scientifique prône l'obligation vaccinale pour les soignants. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, moi, là aussi, j'ai pas beaucoup dévié de j'ai même pas dévié du tout de ma position depuis le départ, puisque j'ai toujours dit que j'étais pour le vaccin obligatoire pour les soignants, en rappelant quand même que je suis aussi pour le vaccin contre la grippe obligatoire pour les soignants. Donc, ce n'est pas uniquement le Covid. Je pense que on ne peut pas se permettre, nous soignants, d'accepter de transmettre à des malades des infections. On ne peut pas l'accepter. C'est inadmissible. Donc, on ne peut pas accepter qu'un soignant transmette la grippe, qu'un soignant transmette le Covid à un malade fragilisé, hospitalisé dans ses lits. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est pour ça que les soignants doivent être vaccinés. Ça m'apparaît une évidence, quoi, pour un soignant de protéger les gens qui prennent en charge en hospitalisation. Est-ce que vous ressentez chez vos collègues une certaine résistance chez certains? Est-ce qu'il y a des poches de résistance là-dessus? Oui, il y a des poches de résistance. Hein. C'est incontestable, on ne peut pas le nier. Hein. C'est même assez clivant, je trouve, hein, quand on en discute entre nous sur certaines listes de discussion. Il y a des gens qui sont complètement pour, des gens qui sont complètement contre. Avec les arguments, l'argument principal qu'ils utilisent, c'est plutôt que d'avoir des soignants vaccinés, on préférait déjà commencer par avoir des soignants. Oui, enfin... Vous voyez, mais moi, ça ne m'apparaît pas être un argument recevable. Qu'on ait des soignants et des soignants vaccinés. Voilà, c'est ça. Mais bon, eux, ils disent que le problème, ce n'est pas les soignants vaccinés, le problème, c'est les soignants. C'est-à-dire, il nous faut plus de soignants. Ce qui est absolument une évidence, hein, qu'on répète depuis 1 an et demi, 2 ans. Mais ne pas mettre les deux en opposition. Mais voilà, je pense qu'il ne faut pas mettre les deux en opposition. Je pense qu'il faut comprendre que quand on a un métier de soignant, notre métier, c'est aussi de prévenir la transmission des maladies et que nous, malheureusement, soignants, nous pouvons transmettre des maladies et que ce n'est pas normal qu'un soignant transmettre une maladie. Mais il y a avec cela certaines conséquences possibles qui seraient des crispations. Vous dites que c'est déjà aujourd'hui très clivant. Si l'obligation est faite à partir de demain ou de la semaine prochaine de se faire vacciner pour les soignants, ceux qui refusent, est-ce que vous imaginez ce genre de situation? Est-ce que vous anticipez ce genre de situation dans votre service? Vous savez, dans mon service, je me suis un peu battu aussi pour que le personnel soit vacciné. Hein. Et d'ailleurs, je n'ai pas forcément réussi avec un succès à 100%, hein, je ne vous le cache pas. À l'assistance publique hôpitaux de Paris, le taux de couverture vaccinale est pas mal, hein, il est à 70%. Ça peut quand même dire qu'il y a 30% de soignants dans les hôpitaux de Paris qui ne sont pas vaccinés. Ouais. Et sur la France entière, c'est 60% de soignants vaccinés, 40% qui ne sont pas vaccinés. En plus, c'est d'autant plus bizarre à comprendre que les soignants sont vaccinés contre l'hépatite B. Et c'est obligatoire. Hein. Sinon, ils ne peuvent même pas démarrer des études d'infirmière, par exemple, s'ils ne sont pas vaccinés contre l'hépatite B. Donc, ce que vous voulez dire, c'est que l'obligation vaccinale, c'est quelque chose que vous connaissez. Oui, et c'est quelque chose qui existe déjà pour l'hépatite B. Alors pourquoi elle n'existerait pas pour le Covid ou pour la grippe? Vous voyez, ça crée des situations tendues. Je veux dire, j'imagine qu'en plus vous êtes à flux tendu, vous sortez tous d'1 an et demi épuisant, mais cette question du vaccin est une question de discussion qui parfois, du coup, que vous évitez d'évoquer. Est-ce qu'il y a des moments où vous vous dites tiens, ça c'est tabou, non, avec tel ou tel collègue, on va pas y revenir? Non.
Avec les collègues médecins, en général, ça passe, quoi. Il n'y a pas beaucoup de médecins, à part certains dans le sud de la France, dont vous avez probablement entendu parler, qui sont contre la vaccination et qui d'ailleurs ont plus attrapé la maladie. Donc c'est vraiment pas un bon exemple. Mais la plupart des soignants sont pour être vaccinés. Je vous rappelle qu'il y a des soignants qui sont morts du Covid, quoi. Comment on ne peut pas se vacciner en tant que soignant alors que des soignants sont morts du Covid, des médecins sont morts du Covid, des infirmiers, des infirmières, des aides-soignants. Enfin, ça m'apparaît... J'arrive même pas à le comprendre, vous voyez, en tant que médecin. Voilà. Après, j'ai l'impression que les soignants font un geste politique de refuser la vaccination. Voilà. C'est un geste politique aujourd'hui d'être contre le vaccin. C'est mon impression. Voilà. Après, je ne peux pas vous dire que c'est la réalité, mais c'est mon impression. Oui, j'ai l'impression de clivages qui n'ont pas lieu d'être, quoi. Je veux dire, c'est pas un acte politique de se vacciner, c'est un acte altruiste. Voilà, je fais un métier de soignant, j'ai envie de me protéger, mais j'ai aussi envie de protéger les autres, donc je me vaccine, quoi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Professeur Éric Côme, sur cette histoire de vaccination, il y a eu aussi une chose qu'a évoqué un peu au détour d'une conversation Jean Castex cette semaine, qui a évoqué la nécessité d'une 3e dose. Est-ce que ça vous paraît en effet ce qui se dessine ? La 3e dose, on sait déjà qu'elle est nécessaire pour toute une frange de la population qui ne répond pas bien au vaccin. Par exemple, les immunodéprimés, les transplantés, qui ont un problème de déficit immunitaire et qui donc ne répondent pas au vaccin. Donc eux, déjà, on sait qu'ils ont besoin d'une 3e injection. On a déjà commencé à faire la 3e injection. Et il est probable que dans la population générale, comme le taux d'anticorps va diminuer au cours du temps, il est très probable qu'on doit faire une 3e injection dans un an, un an après avoir fait la primo-vaccination, c'est-à-dire à l'entrée de l'hiver, probablement, on va devoir se revacciner. Oui, et alors, vous savez, moi, je me vaccine contre la grippe tous les ans. Hein, ça ne me pose aucun problème. Ça sera la même chose. En fait, on parle d'une 3e dose, mais c'est peut-être une dose régulière désormais tous les ans. Pour l'instant, je pense qu'il est trop tôt pour dire qu'on sera vacciné tous les ans contre les coronavirus. Je n'en sais rien, je vous dis franchement. Pour essayer d'encourager, sans aller jusqu'à une obligation vaccinale pour tous les Français, on a bien vu que le gouvernement tâtonne, mais envisage d'encourager par la nécessité, c'est-à-dire élargir le pass sanitaire, y compris, pourquoi pas, pour aller au bar ou au restaurant. Est-ce que ça vous paraît une bonne solution ? Je ne suis pas vraiment dans mon domaine de compétences pour pouvoir juger des meilleures manières d'inciter les gens à la vaccination. Mais je suis tellement pro-vaccination que je pense que tous les moyens sont bons, quasiment, si vous voulez. Hein. Je me considère presque comme un ayatollah de la vaccination, parce que j'imagine, enfin pour moi, en tant que spécialiste de maladies infectieuses, la vaccination, c'est la plus belle invention qu'on peut imaginer en termes de maladies infectieuses. Vous vous rendez compte, on prévient une maladie. On vous dirait demain, on peut prévenir un cancer. Pour les femmes, cancer du sein, cancer du col de l'utérus, je veux dire, elles seraient ravies de pouvoir prévenir le cancer. D'ailleurs, elles peuvent le faire. Il y a un vaccin contre le cancer du col de l'utérus, je le rappelle. Donc, pour moi, le vaccin, que ce soit en matière de prévention des infections, de prévention des cancers, c'est quand même une invention magnifique. Et sur le fond, au-delà du fait d'impliquer qu'il faut se faire vacciner pour aller au restaurant ou dans les bars, le fait d'avoir rouvert, je vous repose la même question que pour les boîtes de nuit, le fait d'avoir rouvert la possibilité d'aller au restaurant, on le sent bien, les cahiers de rappel dont on parlait au départ ne sont pas tenus dans les faits. Oui, est-ce que vous le regrettez ? Est-ce que parfois ça vous inquiète quand vous vous promenez dans les rues de Paris, que vous voyez les restaurants pleins ? Non, je vous dis franchement, au risque de passer pour un médecin ou un épidémiologiste irresponsable, ça ne m'inquiète pas, parce qu'il faut bien recommencer à vivre, et je pense qu'on en a tous besoin en tant qu'humains, en tant que citoyens, donc c'est une balance bénéfice-risque, et je pense que le risque, quand je regarde les restaurants, comme vous dites, en fait, ils sont surtout en terrasse, parce qu'heureusement, on est l'été, et donc ils sont en terrasse, mais en terrasse, pour moi, on ne risque rien. Clairement, ou vraiment pas grand-chose. Donc, moi, ça ne me pose aucun problème. Est-ce qu'on pourrait aller vers un modèle, alors c'est terrible en le disant même, ça me désole, où on aurait des restaurants et des bars ouverts 6 mois de l'année et fermés 6 autres mois? Honnêtement, je pense que c'est un modèle économique qui est pas viable pour ces populations, enfin pour les restaurateurs, enfin vous le savez aussi bien que moi d'ailleurs. Donc je pense que non, c'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on se vaccine, quoi. C'est trop bête, quoi. On a une arme, quoi. Donc utilisons-la. Vous voyez, on n'est plus du tout dans la même situation qu'on était il y a un an où on n'avait pas d'armes, quoi. Là, à l'époque, ok, il y avait les options zéro Covid qui se discutaient par rapport aux autres, mais là, on a une arme, voilà. Éric Côme, Olivier Véran disait cette semaine, le vaccin protège à 100% du confinement. Est-ce à dire que si on est vacciné, désormais, il ne faudra plus accepter l'idée même du confinement?
Ben, je pense que c'est ce qu'il a voulu dire. De ce point de vue-là, oui, il a raison. Le vaccin, c'est non seulement la meilleure arme contre le confinement, mais c'est la meilleure arme contre la maladie tout court. C'est la meilleure arme contre la saturation des hôpitaux. Enfin, les gens ont la mémoire courte quand même. C'est pas possible qu'ils aient oublié ce qu'on a vécu depuis 1 an et demi. À la fois sur le plan sanitaire, qui est mon domaine, mais aussi sur le plan économique, sur le plan social, sur tous les plans. Je ne comprends pas cette mémoire à court terme. Est-ce qu'on ne risque pas une société très fracturée, où il va y avoir les vaccinés d'un côté et les non-vaccinés de l'autre? Quand Olivier Véran dit le vaccin protège à 100% du confinement, ce qu'on entend en sous-titre, c'est aussi l'idée que si reconfinement il y avait, c'est-à-dire si circulation trop forte du virus, alors on pourrait décréter que les non-vaccinés restent chez eux et que les vaccinés poursuivent leur existence. Oui, je ne sais pas comment il faut interpréter ces propos. J'ai du mal à imaginer quand même une fracture sociale qui se dessine sur le vaccin oui ou le vaccin non. Mais enfin, pour moi, voilà, pour moi, il faut se vacciner, quoi. Je ne comprends même pas qu'on ne puisse pas se vacciner. Je rappelle que le vaccin, maintenant, on a suffisamment de recul quand même sur le plan de l'efficacité. Ça, tout le monde est d'accord, mais également sur le plan de la tolérance, qui était quand même le problème que l'on se posait au tout début, d'autant plus que quand on n'avait pas les études, ben là, on sait que c'est bien toléré. Enfin, où est le problème? Quand on regarde la situation dans le reste du monde, partons d'abord en Angleterre. En Angleterre, on se retrouve avec 90% des contaminations dans le pays qui le sont au variant Delta. Et dans le même temps, Boris Johnson qui annonce la fin du port du masque dans les magasins ou les transports en commun, la fin de la règle de distanciation sociale d'1 mètre, la réouverture avec jauge maximale des bars, des restaurants, des théâtres et des cinémas. Oui, j'ai noté aussi ce paradoxe, parce que là, c'est quand même un vrai paradoxe, quoi. Parce que nous, il va nous arriver la même chose. Hein. On va avoir le variant Delta qui va occuper toute la place dans les semaines qui viennent. Il va remplacer, enfin, il va prendre l'intégralité de ce que sont les infections. Quand vous avez un variant plus contagieux, de toute façon, il prend la place des autres. Après, la bonne nouvelle, c'est que le vaccin est efficace contre le variant Delta. Le jour où on devra vraiment s'inquiéter, c'est quand on aura l'émergence d'un variant qui deviendra, qui contournera l'immunité vaccinale. Mais alors attendez, avant de retourner aux États-Unis, je m'arrête quand même un instant sur ce que vous me dites. Ce variant-là, c'est-à-dire le fait qu'un variant de variant puisse encore se poursuivre, quand est-ce que ça s'arrête ? Je veux dire, quand est-ce que ça s'arrête d'avoir ces mutations qui n'en finissent pas? À partir du moment où le virus circule, le virus mutera. De toute façon, ça arrêtera quand on sera à 90% de la population qui est immunisée et que la circulation sera tellement à bas bruit, si vous voulez, qu'on ne s'en rendra même pas compte et on ne se rendra même pas compte de l'émergence de nouveaux variants. Est-ce qu'il arrive qu'un variant s'arrête de lui-même? Alors, meurt de sa belle mort. Oui. Là, évidemment. Il y a des variants qui ne sont pas du tout efficaces au niveau de la transmissibilité. En plus, la nature est quand même pas trop mal faite. C'est-à-dire qu'en général, si vous voulez, plus un agent pathogène est transmissible, moins il est grave. Et plus il est grave, moins il est transmissible. Voilà. Donc, à la limite, en caricaturant, et d'ailleurs, il y a un virologue du Conseil scientifique qui avait dit ça à un moment avec le variant, je crois, anglais, il avait dit, vous savez, finalement, si le variant anglais n'est pas grave et qui nous permet de nous immuniser à bon compte, pourquoi pas? Est-ce que ce n'est pas un peu le pari que fait Boris Johnson avec ce variant Delta qui se répand et ce refus de prendre les choses trop au sérieux? C'est probablement le pari qu'il fait. Alors après, il faut voir que les Anglais, attention, c'est pas des Latins, c'est des Anglo-Saxons, donc ils sont quand même beaucoup plus disciplinés. Et il a bien dit qu'il faisait confiance aux individus, à la responsabilité individuelle. Voilà. Après, est-ce que dans notre pays, on peut faire confiance à la responsabilité individuelle comme les Britanniques sont capables de le montrer? Ils sont moins tactiles et la bise n'a jamais été dans les habitudes anglaises. Voilà, exactement. Je pense que c'est pas tout à fait la même population. Mais quand on regarde, il y a aussi une situation vaccinale qui n'est pas la même. 67% de la population anglaise qui a reçu au moins une dose et 50% de la population qui est totalement vaccinée, contre 34% en France. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais malheureusement, en Angleterre, il y a beaucoup de personnes qui ont eu un délai trop long entre les deux doses. D'AstraZeneca, en l'occurrence, parce que c'est le vaccin. Non seulement ils ont eu l'AstraZeneca, mais en plus, ils ont eu un délai trop long et du coup, ils sont plus susceptibles à l'infection. Voilà. Mais l'essentiel, enfin l'infection par le variant Delta, mais l'essentiel, c'est qu'ils ne rentrent pas à l'hôpital. Parce que finalement, que le virus circule, il faut qu'on s'y habitue. De toute façon, il va circuler parmi les enfants. Les coronavirus circulent parmi les enfants. Mais donc, ça veut dire que si cette 4e vague est une vague qui ressemble à ça, qui ressemble à ce qu'est le variant Delta, c'est-à-dire très contagieux, mais si j'en reprends votre schéma, plus il est contagieux, moins il est grave, plus il est grave, moins il est contagieux. Voilà. Espérons en tout cas que là-dessus, on puisse être optimiste. Donc, très contagieux, mais pas si grave.
Faut-il vraiment s'inquiéter d'une 4e vague de cette nature ? Alors, je ne peux pas le dire, évidemment, vous imaginez bien. Vous ne pouvez pas le dire, pourquoi ? Parce que vous avez peur que ça nous détende tous ? Non, je ne peux pas le dire parce que ça pourrait apparaître irresponsable. Je vous rappelle que l'année dernière, rien que le fait d'avoir dénoncé le fait qu'on laisse circuler le virus, ça s'est transformé en le professeur Côme incite les jeunes à se contaminer, quoi, ce qui était exactement un peu l'inverse de ce que j'avais dit. En plus, j'avais juste fait le constat qu'on laissait circuler. Et bien là, je fais de nouveau le constat qu'on laisse circuler, en Angleterre en tout cas, demain peut-être en France selon les décisions qui sont prises. Ça n'est pas un souhait, je reprécise juste, c'est pas votre souhait, mais c'est votre constat. Et finalement, vous dites, bon, bah, c'est un constat. C'est un choix stratégique. Voilà, c'est un choix stratégique. Et voilà. Et l'année dernière, j'avais dit que je le comprenais, que je pouvais le comprendre, en tout cas. Parce que de toute façon, les coronavirus, ça circule parmi les jeunes depuis belle lurette et ça les rend pas malades. Hein. Donc voilà, c'est tout. Hein. Il y a une autre notion qui est vraie en maladie infectieuse, qui est qu'une maladie infectieuse est moins grave chez les enfants que chez les adultes. Donc il vaut mieux attraper, bon maintenant la rougeole on est tous vaccinés, mais il vaut mieux attraper, à l'époque il valait mieux attraper la rougeole dans l'enfance qu'attraper la rougeole à l'âge adulte. C'est pareil pour la varicelle, vous voyez, il vaut mieux la faire dans l'enfance que la faire à l'âge adulte. C'est une vraie caractéristique de la plupart des maladies infectieuses et ça se retrouve pour le coronavirus, enfin en tout cas pour les infections virales, et ça se retrouve pour le coronavirus là, où en fait les enfants, comme vous savez, font pas de forme grave, et puis quand ils arrivent à l'âge adulte, ils sont immunisés. Est-ce qu'il faut massivement vacciner les adolescents ? Alors ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question parce que c'est bénéfice individuel versus bénéfice collectif. C'est-à-dire que si vous vaccinez les enfants, vous avez un bénéfice collectif. C'est-à-dire ça va diminuer la circulation virale, ça va permettre d'augmenter la couverture vaccinale beaucoup plus rapidement. La vaccination des enfants va protéger les adultes, leurs parents, leurs grands-parents. Donc ça, voilà, c'est le bon côté. Par contre, sur le plan du bénéfice individuel, on ne sait pas. Et il n'y en a probablement pas. Donc vous voyez, c'est un vrai problème. Donc ils ne le font que pour les autres, mais en aucun cas pour eux. Exactement. C'est-à-dire c'est apprendre aux jeunes à être altruistes. Alors il y a un vrai truc pour les jeunes quand même qui peut les inciter, c'est le passeport sanitaire. Parce que les jeunes voyagent beaucoup, comme vous le savez. Et pour moins eux, évidemment depuis 2 ans, les malheureux. Voilà, mais bon, ils n'ont qu'une envie, c'est de revoyager. Et pour eux, c'est important d'avoir le pass sanitaire. Voilà. Donc ce serait le seul bénéfice. Vous dites peu de bénéfices pour les jeunes. Est-ce qu'il y a des inconvénients ? Alors, non, et c'est ça qu'il faut retenir pour le moment. Non, il n'y a pas d'inconvénient. Alors là encore, je dis ça avec des pincettes, parce que malheureusement, il y a eu très peu d'études chez les jeunes, et c'est quand même une limite, et des jeunes suivis à moyen terme, il y en a encore moins. Donc si vous voulez dire, comme je vous le dis, je ne peux pas vous l'affirmer de manière péremptoire. Voilà, non, il n'y a aucun problème chez les jeunes avec le vaccin. Mais je peux dire avec une certaine certitude quand même qu'il n'y aura pas de problème chez les jeunes, quoi. En tout cas, on a suffisamment de jeunes qui sont vaccinés. Voilà, mais ils ont des effets indésirables quand même. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent qu'on n'a pas suffisamment de recul ? Je leur réponds, qu'est-ce que vous préférez, quoi ? Est-ce que vous préférez que les hôpitaux se remplissent et que la société arrête de fonctionner dans les 6 mois qui viennent, puisque ça va se passer très rapidement, sinon, là, avec le variant Delta, il a l'air tellement contagieux qu'on risque de se retrouver en difficulté, comme les autorités le disent, dès la fin de l'été, quoi. Donc, et même avant, peut-être. C'est-à-dire quoi, même avant ? Ça veut dire que vous vous dites, peut-être dès la fin du mois de juillet, on va être à nouveau submergé ? Oui, malheureusement, j'ai vu ces projections, de telles projections sont possibles. Oui. Alors, pardon, mais quand on dit submergé, c'est submergé par le nombre de contaminations ou est-ce que ça devient submergé par le nombre de cas graves ? Non, ça sera submergé par le nombre de cas graves, c'est-à-dire submergé... Ça veut dire que ça se traduira véritablement par des gens hospitalisés. Voilà, exactement. Voire même par la mortalité qui remonte. Exactement, exactement. D'autant plus que cette tranche d'âge à risque ou ces personnes à risque ne sont pas vaccinées correctement. On devrait mettre le paquet sur la vaccination. Tous les gens de plus de 60 ans devraient être vaccinés. Toutes les personnes qui ont des comorbidités, qu'on connaît bien maintenant, qui les mettent à risque de Covid grave, devraient être vaccinées. Tous les obèses devraient être vaccinés. Or, vous voyez, on n'a même pas ciblé correctement ces 3 populations-là. Personnes âgées, obèses et personnes avec comorbidité, parce que si on avait un taux de couverture vaccinale de 100% dans ces 3 populations-là, honnêtement, il n'y aurait pas de risque de saturation du système de santé. Alors c'est le cas, notamment en Espagne où ils ont commencé par les plus âgés, mais en faisant de manière vraiment systématique, quasiment de la dentelle, en appelant un par un toutes les personnes âgées. Et ils en sont à vraiment quasiment 100% des personnes âgées qui sont vaccinées.
Oui, mais alors je ne connais pas bien la situation en Espagne actuellement. Je sais que le virus recircule évidemment, mais j'avais l'impression que c'était surtout chez les personnes jeunes qui recirculait le virus en Espagne. En effet, chez les personnes jeunes. Et que ça ne s'introduisait pas en termes d'hospitalisation pour le moment. Mais attention, c'est ce qu'on a dit au début de l'entretien, il faut toujours se rappeler de ce délai de 2 à 3 semaines entre ce qu'on voit au début dans la population générale avant que ça se traduise en saturation des hôpitaux. Le scénario, si je suis votre calendrier, c'est un scénario très difficile parce que l'année dernière, on avait certes redouté qu'après l'été, il y ait une nouvelle vague, ça s'est en effet avéré, mais c'était à l'automne, tout le monde était revenu, était au travail. Si, comme vous semblez le dire et comme les projections semblent le dire, on avait une 4e vague qui arrive au milieu de l'été, fin juillet, début août, est-ce que la situation du personnel soignant, est-ce que la situation des hôpitaux le permettrait? J'imagine, et j'ose espérer qu'un certain nombre d'entre vous allaient prendre des vacances après ces 18 mois très éprouvants. Serez-vous là pour faire face? Bah, écoutez, il le faudra. Hein. De toute façon, on n'aura pas le choix. Voilà. Donc on le fera, évidemment. Après... ça risque d'être très compliqué, hein, parce qu'on est quand même en souffrance. Hein. Nous, les soignants, et notamment les soignants qui ont été en première ligne, mais bon, la plupart des soignants, en fait, on a été très impactés, puisque, comme vous savez, les malades se sont répartis un peu dans tous les services. Donc, il faut mieux qu'elle arrive le plus tard possible, cette 4e vague, si elle arrive. Mais je pense que c'est pas inéluctable, vous voyez, parce que ça dépend vraiment de nous. Je veux dire, demain, on vaccine les personnes à risque, comme on en a parlé tout à l'heure. On n'aura pas de 4e vague. Donc, vous voyez, j'ai pas forcément envie de parler de 4e vague. D'abord parce que j'en ai pas envie du tout, de cette 4e vague. Et puis surtout, on a la possibilité. Mais oui, on a la possibilité qu'il n'y en ait pas. Si on se vaccine à marche forcée, pour reprendre certains propos, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Voilà. Mais il faut mettre le paquet. Hein. Et il faut se dépêcher. Un mot des Jeux Olympiques de Tokyo. Ça paraît bien loin de nous, ces Jeux Olympiques, mais dans un pays dont on a longtemps cru qu'il était tout à fait épargné. C'est un peu ce que vous nous disiez de Taïwan tout à l'heure. Je voudrais qu'on revienne sur le cas de Tokyo en particulier. L'état d'urgence a été décrété à nouveau, avec l'interdiction de public pour les Jeux Olympiques. Comment est-ce que vous lisez l'évolution de ce pays ? Alors, pays fascinant et exceptionnel, le Japon, hein, quand même, disons-le. Hein, ils ont été quand même assez modèles, ils ont fait partie des pays assez modèles dans la circulation, disons, à bas bruit du virus. Quoi, voilà. Tendance, option zéro Covid, mais ils n'ont jamais réussi à complètement maîtriser la circulation du virus, mais ils ont quand même fait de manière très efficace. Hein, quand on voit des mégalopoles comme Tokyo, Yokohama, 60 millions d'habitants à L2, c'est-à-dire quasiment l'équivalent de la France, bah, c'est quand même exceptionnel ce qu'ils ont fait. Donc ça, c'est pour le côté positif. Et puis là, malheureusement, ben oui, j'ai bien vu qu'effectivement, les Jeux Olympiques de Tokyo allaient se dérouler dans une atmosphère pas confinée, mais enfin, il n'y aurait pas de spectateurs. Bah, oui, je suis attristé, quoi. Alors, c'est déjà bien qu'il y ait lieu, parce que pour tous les sportifs qui quand même y pensent depuis plus d'1 an, puisque je vous rappelle qu'ils avaient été reportés, voilà, bah c'est quand même super pour eux. Après, le fait qu'il n'y ait pas de public, tout ça, bon, voilà, c'est désespérant, quoi. Mais c'est plus raisonnable. Vous voyez, les Japonais sont clairement plus raisonnables que les Européens par rapport à l'Euro de foot. Hein. Voilà, quand ça, on regarde clair, en effet ce qui se passe sur l'Euro de foot, où on a eu des situations totalement différentes en fonction des pays où se trouvaient les différents matchs. Des pays comme la Roumanie, alors là, qui ont eu des jauges totales et des stades entièrement remplis. D'autres où c'était quasiment à huis clos ou avec un siège sur 2. Et puis surtout, on alternait les villes, on alternait les pays et avec des supporters qui voyageaient de l'un à l'autre. Ça vous paraît complètement fou, cette organisation ? Il y a plein de problèmes avec l'euro, hein, comme vous savez, hein, notamment par exemple le fait que les Anglais jouaient tous leurs matchs à domicile sauf un. Bon, voilà, ils ont été clairement avantagés, en plus avec une jauge de moins en moins restrictive pour eux quand ils vont au stade à Wembley, c'est quand même étonnant. Mais oui, ça m'a interrogé. Et vous voyez, par rapport au Japon, c'est intéressant de voir la comparaison. Vous voyez, les Japonais, il n'y a pas de problème. Eux, et puis ils le font de manière très claire et nette. Aujourd'hui, on sait que dimanche soir, il y a la finale. Et on a l'impression qu'on est encore en train de réfléchir, est-ce qu'il faudrait à Wembley pour cette finale Angleterre-Italie peut-être apporter des restrictions? Au fond, de la veille pour le lendemain, vous vous dites qu'il faudrait de temps en temps être capable de prendre des décisions. Si ça ne tenait qu'à vous, comment vous organiseriez ce match?
Alors, je vous rappelle que pour moi, les gens se contaminent surtout à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Après, quand on va au stade, on est au bistrot avant et on est au bistrot après, malheureusement, dans la plupart des cas. Et c'est là que les gens se contaminent. Hein. J'ai discuté avec beaucoup de journalistes sportifs qui ont été contaminés. Ils sont persuadés d'avoir été contaminés, non pas dans le stade, mais dans le bistrot ou dans le restaurant avant ou après. Donc, pour répondre à votre question, j'aurais mis une jauge probablement à 50%. Et par contre, et c'est là que le bas blesse, j'aurais fermé les bars et les restaurants autour des stades, très certainement. En fait, le problème, c'est les pubs. Exactement. On le sait déjà, en plus. On le sait déjà. Je vous rappelle que c'est ce qui s'était passé à la vague précédente. Est-ce que l'Euro, est-ce que l'organisation de cette compétition dans toute l'Europe aura eu, d'après vous, une responsabilité dans ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire une reprise de l'épidémie? Pour l'instant, honnêtement, c'est trop tôt pour le dire. Donc je ne le dirai pas. En plus, je n'ai pas du tout les éléments pour le dire. Mais on pourra faire le point dans quelques semaines pour savoir. Et notamment la diffusion du variant Delta, qui, je vous rappelle, est le variant indien, dont je vous rappelle qu'il était principalement présent en Angleterre, au Royaume-Uni. Oui, on verra les conséquences. Mais bon, vous savez, si ce n'est pas les supporters de foot qui diffusent le virus, c'est des touristes. Voilà, si on ne veut pas que le virus diffuse, il faut fermer les frontières et on revient 1 an et demi en arrière et ça suffit. Professeur Éric Combe, vous avez dit tout à l'heure, les Français ont la mémoire courte, on a la mémoire courte, on est un peu le nez sur le guidon, on oublie très vite ce qu'on a subi depuis 18 mois. Avez-vous le sentiment que les politiques, tous ceux qui organisent la santé publique, l'organisation, ont aussi la mémoire courte, justement, quand on voit l'organisation de l'Euro, quand on voit tout ça, et qu'on vit un peu au jour le jour? Quel est votre recul aujourd'hui? Je pense que pour les politiques, c'est très difficile pour eux. Pour nous, médecins, c'est très facile de dire, voilà, il faut faire ça, il faut faire ci, mais on s'exprime en tant que médecin. Le politique, lui, il s'exprime en tant que politique, c'est-à-dire il tient compte de tous les domaines de la société, du social, de l'économique, du psychologique, du médical. Il prend une décision et les décisions qui ont été prises ces derniers mois m'apparaissent tout à fait cohérentes parce qu'on ne peut pas non plus rester dans une bulle sanitaire comme ça toute notre vie, quoi. Vous, professeur Éric Combe, mais d'autres, vous êtes devenus des visages de notre vie quotidienne. On vous a beaucoup exposé. Jusqu'alors, vous travailliez derrière les portes de l'hôpital. Comment vous avez vécu ces 18 mois ? Écoutez, avec des hauts et des bas. Voilà ce que je pourrais dire, avec des hauts et des bas. J'ai découvert un nouvel univers, hein, faut pas se le cacher. Et c'est un univers qui, comme le nôtre, a ses avantages et a ses inconvénients. Évidemment, je ne percevais pas tous les enjeux. Vous parlez de l'univers public, c'est-à-dire à la fois les médias, les réseaux sociaux, voilà, j'imagine. C'est ça, voilà. Bon, les réseaux sociaux, j'avais malheureusement un peu expérimenté ça avant à cause de la maladie de Lyme, où j'avais déjà été bien ciblé sur les réseaux sociaux. Vous aviez évoqué des doutes, on va revenir. Voilà, pour ça. Mais voilà, après, pour le reste, je pense que c'était important aussi qu'on s'exprime en tant qu'infectiologue pour essayer de recadrer un peu les choses, quoi. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses qu'on a dites qui se sont révélées vraies, hein, au niveau des vagues, au niveau de la transmission à l'extérieur, à l'intérieur, les écoles. Bon, les écoles, on a mis du temps à se rendre compte à avouer que ça circulait dans les écoles. Vous le disiez, hein? Oui, moi je l'ai toujours dit, mais bon, voilà, j'ai pris beaucoup de coups d'ailleurs pour ça. Voilà. C'est vrai que j'ai pris beaucoup de coups pour avoir dit des choses qui se sont avérées complètement vraies quelques semaines ou quelques mois plus tard. Oui, c'est vrai. Vous avez trouvé ça injuste ? Je pense que c'est la vie, en fait. C'est-à-dire que je pense qu'une vérité, c'est que malheureusement, il ne faut jamais avoir raison trop tôt. Il y a un point sur lequel vous évoquiez à l'instant avoir eu sans doute raison trop tôt, ou en tout cas d'autres reprocheraient même la formulation de ma phrase, mais c'est la question de la maladie de Lyme. Vous avez publié un livre récemment sur la maladie de Lyme, réalité ou imposture. La maladie de Lyme qui serait due, donc je rappelle, à une piqûre de tique infectée et qui se manifesterait sous plusieurs formes. Pour vous, et selon certaines études, la plupart des études, 85% des gens qui consultent pour une maladie de Lyme ont en fait autre chose. D'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous voulez mettre derrière cette autre chose ? Donc la maladie de Lyme, c'est une réalité.
incontestablement, comme vous venez de le rappeler, c'est-à-dire c'est une maladie infectieuse due à une bactérie qui est transmise par une tique, une seule espèce de tique parmi les centaines d'espèces de tiques qui existent dans le monde. Donc une seule espèce de tique qui n'est d'ailleurs pas toujours infectée par la bactérie. Elle est infectée entre 1 et 30% des tiques selon la région et qui donne une maladie qui évolue en 3 stades successifs, plus ou moins intriqués, et qui répond bien à l'antibiothérapie. Voilà, ça c'est la maladie de Lyme réalité. Et puis vous avez le côté maladie de Lyme imposture, où effectivement, comme vous le dites, il y a un surdiagnostic de maladie de Lyme. Et là, on est tous, il y a un consensus, hein, c'est-à-dire que les études auxquelles vous faites référence, il y en a une à Nancy, il y en a une à Besançon, il y en a une à Paris dans mon service, il y en a eu 3 en France, il y en a une autre aux États-Unis qui est sortie l'année dernière. Les 3 études françaises, elles font plus de 1000 patients à elles toutes seules. L'étude américaine, elle fait plus de 1000 patients. Et dans ces 4 études, eh ben, effectivement, plus de 80% des patients qui consultent pour Lyme n'ont pas la maladie de Lyme. Voilà, 80%. Mais c'était des choses qu'on savait déjà depuis des décennies, hein. Les Américains avaient montré la même chose à la fin des années 90. À la fin des années 90. Donc là aussi, on a quand même la mémoire courte. Alors d'abord, s'ils n'ont pas la maladie de Lyme, ces 80% qui consultent pensant avoir la maladie de Lyme, qu'ont-ils ? Alors ils ont des maladies très diverses. Et c'est pour ça que pour prendre en charge de tels malades, il faut avoir quand même une connaissance assez large de la médecine. Ils ont principalement des maladies rhumatologiques, des maladies neurologiques, un ensemble de maladies infectieuses, métaboliques, endocriniennes, enfin des maladies diverses. Et puis la 4e composante, aussi importante que la composante rhumatologique ou neurologique, c'est la composante des maladies psychosomatiques. Et en France, on a un vrai problème sur la prise en charge des maladies psychosomatiques. Un vrai problème. Et c'est là qu'à mon avis, est le scandale, en fait. Il est dans la non-prise en charge des maladies psychosomatiques en France, alors que ces maladies sont une cause très fréquente de consultation en médecine générale. Quand je discute avec des généralistes, ils me disent que c'est un tiers de leur cause de consultation, les maladies psychosomatiques. Mais quand on discute de la part consacrée à l'enseignement des maladies psychosomatiques dans le cursus universitaire, cette part, elle est pas nulle, mais enfin... C'est presque méprisé par les médecins. Voilà, ça tend vers la nullité. Je ne pense pas que ça soit méprisé par les médecins. Je pense que c'est méprisé par les autorités universitaires. C'est ce qui est beaucoup plus grave à la limite. C'est-à-dire que parce que ce n'est pas enseigné à la faculté. Il n'y a même pas de diplôme universitaire de maladies psychosomatiques, alors que ça représente un tiers des causes de consultation en médecine de ville. Vous vous rendez compte ? Oui, mais pardon. Alors, moi, je suis peut-être totalement naïve en la matière, mais quand j'entends maladie psychosomatique, j'ai l'impression que c'est du vide. Oui, alors maladie psychosomatique, en fait, ça correspond à une vraie entité. Hein. C'est une angoisse ? Alors... Il n'y a pas beaucoup de recherches, malheureusement, non plus dans ce domaine. Donc, si vous voulez, c'est un comble. Non seulement c'est pas enseigné, non seulement c'est pas très bien les prendre en charge, mais en plus, il n'y a quasiment pas de recherche dans ce domaine. Mais on dit de manière un peu cavalière qu'il s'agirait surtout d'hypocondriaques ? Il y a plein de manières de les caractériser, hypocondriaques, hystériques, enfin, mais peu importe. Aujourd'hui, c'est regroupé sous le terme de troubles somatoformes ou somatose. Ou pathologie psychosomatique. Et ça correspond à une souffrance, à une vraie souffrance. Ah bah oui, c'est une vraie souffrance, hein, attention, c'est incontestable. Les malades sont en vraie souffrance. Et non seulement ils sont en vraie souffrance, mais ils sont aussi en errance. Donc ils ont envie de se raccrocher à une bouée, quoi. Et la maladie de Lyme est arrivée comme une bouée. Et la maladie de Lyme est une très bonne bouée pour se raccrocher, surtout de la manière dont elle était présentée par les réseaux sociaux, par certains spécialistes. Vous pensez au professeur Perron ? Professeur Perron, par exemple. Voilà. Mais bon, ces mouvements-là existent en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en Belgique, en Suisse, enfin, il y en a partout. Vous disiez tout à l'heure, à propos de ceux qui refusent le vaccin, que parfois c'était une démarche politique. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de rencontre récemment entre les questions médicales et les questions politiques ? Ce que vous dites de ces mouvements sur la maladie de Lyme, sur le Covid, sur le vaccin, qui existe à la fois en France, aux États-Unis, au Canada, en Angleterre. Est-ce que vous avez le sentiment d'être dans une bataille, d'être pris, peut-être malgré vous, dans une bataille politique ? Un peu, hein, c'est vrai, hein, c'est une réalité. D'ailleurs, c'est un peu pour ça que j'ai pris du recul à un moment, parce que j'avais l'impression d'être le jeu d'enjeux politiques, effectivement. En plus, là, on rentre en campagne électorale. Hein, il y a quand même les élections présidentielles dans 10 mois. Donc, si vous voulez, on n'a pas... Enfin, moi, personnellement, j'ai pas envie que ma parole sera réutilisée comme ci ou comme ça. Donc, c'est vrai que je suis maintenant devenu très prudent dans mon expression. Mais effectivement, il y a entre... Par exemple, je me souviens votre remarque, elle est complètement justifiée. Je me souviens d'une remarque d'un slogan des Gilets jaunes à l'époque, et un de leurs slogans, c'est la reconnaissance de la maladie de Lyme chronique, c'est-à-dire de quelque chose qui n'existait pas, et pour lequel ils n'ont pas de compétences particulières pour dire
pourquoi on reconnaîtrait ça? Il vaudrait mieux reconnaître que la réalité des pathologies psychosomatiques, apprendre à les prendre en charge, apprendre à éviter la souffrance de ces malades. Voilà, c'est ça qu'il faut qu'on apprenne. La marque de journal François, historique, Ouais. qui est devenu aujourd'hui un journal dont on se demande un tout petit peu quelles sont ses bases. C'est plus un journal. Qui a exprimé, qui a donné une information qui était fausse, disant que vous aviez été hospitalisé en urgence en psychiatrie, démenti immédiat de l'AP-HP, les hôpitaux de Paris. Comment vous avez vécu cela? Très mal. Pour pas vous le cacher, bon, voilà, très mal, je vous le dis franchement. C'est arrivé dans un contexte difficile, on était tous épuisés, moi aussi, par le Covid. Après, il y a eu Lyme, et puis après, cette histoire de François. Alors François, c'est plus un journal, il faut quand même le dire. En plus, ça a été un grand journal, François. Donc c'est d'autant plus difficile à admettre pour nous, pour vous. Aujourd'hui, c'est un site internet. Voilà, aujourd'hui, c'est plus un journal, c'est devenu un talk-show. Enfin, c'est devenu un site internet qui diffuse des idées complotistes et qui donc a diffusé des idées complotistes sur le Lyme et qui effectivement s'est fait une joie de m'hospitaliser en hôpital psychiatrique, chose que j'ai découverte alors que j'étais à la campagne avec ma fille. D'ailleurs, c'est même pas moi qui l'ai découverte, c'est ma fille qui l'a découvert. Une de mes filles, après dîner, qui a dit comme ça, bah, tiens, je vais aller. Ça fait longtemps que je suis pas allé sur les réseaux sociaux parce que j'ai interdit à mes enfants d'aller sur les réseaux sociaux, malheureusement, parce que comme je suis ciblé sur les réseaux sociaux, j'ai pas envie qu'ils découvrent des horreurs sur moi sur les réseaux sociaux. Donc voilà. Mais là, bon, on était en famille. Une de mes filles a trouvé que c'était une. Bon, voilà, elle a eu envie d'aller voir après dîner. Et là, elle m'a dit, mais papa, t'es hospitalisé en hôpital psychiatrique. Donc voilà. Vous allez vous battre ? On a démenti. Alors oui, absolument. J'ai porté plainte contre François. Voilà, normalement, ça doit être jugé le 17 novembre. Après, ils sont pas faciles à trouver. Il n'y a pas d'adresse, il n'y a pas de. Oui, enfin, ou en tout cas, il y a une adresse, mais il n'y a personne. C'est une boîte qui est fermée, en fait. Enfin, oui, j'ai l'impression qu'on a affaire quand même à des sacrés margoulins. Vous arrivez parfois à mettre ça à distance ? En ce moment, je vous avoue, j'ai beaucoup de mal. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais prendre un peu de recul. Ça veut dire quoi, prendre un peu de recul ? Vous êtes la dernière personne que je vois avant des semaines, voire des mois. Ouais. Voilà, c'est ça que ça veut dire, prendre du recul. Parce que c'est trop dur. Oui, c'est un peu difficile, effectivement. Merci d'autant plus, professeur Éric Côme, d'avoir accepté de faire l'effort de répondre à ces questions avant ce moment de recul. Je rappelle que vous êtes le chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Le titre de vos deux ouvrages, Urgence sanitaire et puis Maladie de Lyme, réalité ou imposture.